Et si on arrêtait de courir dans tous les sens pour essayer de tout apprendre sur l'IA? L'idée ici, c'est de se concentrer sur les compétences qui comptent vraiment, les fondamentaux, plutôt que de s'épuiser à suivre le flot incessant de nouveaux outils. C'est un changement de perspective, et ça change tout. Cette citation, elle pique un peu, mais elle met le doigt sur quelque chose d'essentiel. Le but, ce n'est pas de faire peur, non, c'est de souligner un point crucial. Sans une base solide, on risque juste de s'épuiser pour rien. Bon, alors, c'est quoi le vrai problème? En fait, c'est assez simple. Le monde de l'IA en ce moment, c'est un peu le chaos. On perd un temps fou à essayer de rester à la page. Mais la solution, ce n'est pas de tout savoir. C'est de maîtriser 5 principes clés qui, eux, fonctionnent avec n'importe quel outil. Allez, voyons le premier. Le premier fondamental, c'est la construction de prompts. Et attention, j'insiste sur le mot construction, pas juste écriture. La plupart des gens, ils balancent une question un peu vague à une IA, comme on le ferait sur Google en croisant les doigts pour avoir une super réponse. Mais non, la construction, c'est un processus beaucoup plus réfléchi, presque architectural. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. Voilà, l'image parle d'elle-même. À gauche, on a une demande super floue. C'est comme demander à son GPS « Emmène-moi quelque part de chouette ». Bonne chance avec ça. Et à droite, on a une instruction précise, claire, nette. Forcément, le résultat n'aura absolument rien à voir. Heureusement, pour nous aider à bien construire nos prompts, il y a une méthode assez simple proposée par Google. TCRI. Alors T, c'est pour tâche, l'action précise qu'on attend. C pour le contexte, pour que l'IA pige bien les enjeux. R pour les références, histoire de lui montrer le style qu'on veut. Et pour finir, E et I pour évaluer et itérer. Parce que, soyons honnêtes, c'est rare que ce soit parfait du premier coup. C'est un peu notre feuille de route pour un prompt qui déchire. Et dans ce framework, l'étape qu'on oublie tout le temps et qui est pourtant la plus puissante, c'est le R de référence. Au lieu de se perdre à essayer de décrire un style avec plein d'adjectifs, un ton professionnel mais chaleureux, un peu créatif mais pas trop, donnez-lui juste un exemple. L'IA va comprendre en une seconde le ton, la structure, le format. C'est un gain de temps absolument dingue. Une erreur classique, c'est de croire que l'IA va faire 100% du boulot. Mais en réalité, il faut plutôt penser à la règle des 80-20. L'IA, c'est un accélérateur incroyable, elle nous amène à 80% du résultat. Mais les 20% qui restent, la petite touche finale, la vérification, la personnalisation, eh bien ça, c'est notre jugement humain. Et ça, c'est irréplaçable. C'est l'étape évaluer et itérer en pleine action. Ok, maintenant qu'on sait comment parler à l'IA, la vraie question c'est à laquelle on s'adresse. Et ça, c'est notre deuxième fondamental. L'erreur typique, c'est de vouloir tout faire avec un seul et même outil, genre ChatGPT. C'est un peu comme essayer de planter un clou avec un tournevis. On peut y arriver, mais ce n'est vraiment pas l'idéal. Pour être vraiment efficace, il faut voir sa boîte à outils comme une équipe de spécialistes. Les moteurs de raisonnement, comme GPTG, ce sont les généralistes, les créatifs. Les moteurs de recherche, comme Perplexity, ce sont les documentalistes, obsédés par la précision et les sources. Les spécialistes, comme Midjourney, sont les artistes virtuoses dans leur domaine. Et enfin, les automatisateurs, c'est un peu le chef de projet qui fait que tout ce petit monde travaille bien ensemble. Pour chaque tâche, son expert. On arrive maintenant au troisième fondamental, et là, attention, c'est peut-être le plus gros changement qui est en train de se passer dans le monde de l'IA. On passe doucement des chatbots, qui se contentent de donner des conseils, à des agents qui, eux, agissent. La différence est simple, mais elle est énorme. Un chatbot, il va expliquer comment répondre à l'email d'un client. Un agent, lui, il va lire l'email, chercher la réponse dans la base de données, rédiger le message et l'envoyer. Il ne conseille plus, il l'exécute. Et concrètement, ça donne quoi ? Imaginez un agent qui gère le service client de A à Z, ou encore un agent qui devient un assistant de recherche personnelle. On lui demande un guide sur le Japon, et il ne va pas juste balancer des liens, non, il va chercher l'info, la synthétiser et livrer un document complet. C'est lui qui fait tout le travail de compilation. Les deux derniers fondamentaux sont très liés. Ils représentent un vrai transfert de pouvoir vers nous, les utilisateurs. Il s'agit de la possibilité de posséder son IA, grâce à l'open source, et de construire avec, même sans savoir coder. L'analogie est très simple. Avec les modèles fermés des géants de la tech, en fait, on loue l'accès à leur intelligence. Avec l'open source, on peut carrément télécharger le moteur, le faire tourner sur son propre ordinateur et le posséder. La différence est juste énorme en termes de confidentialité, de contrôle et de personnalisation. Et attention, ce n'est pas qu'une idée de niche, c'est une vraie lame de fond. Plus de 80% des nouvelles startups d'IA se construisent sur des bases open source. Et pourquoi ? Parce qu'elles préfèrent la vitesse, le contrôle et la confidentialité que leur offre le fait de posséder leur technologie plutôt que de dépendre des grands noms du secteur. Et cette démocratisation, ça nous amène tout droit au cinquième et dernier fondamental.
L'idée qu'il fallait être un expert en développement pour créer un logiciel est en train de voler en éclats. Aujourd'hui, avec l'IA, le principal obstacle, ce n'est plus la maîtrise du code, c'est la clarté de sa vision. Le processus est devenu presque magique. D'abord, on décrit son idée, normalement comme on parlerait à un collègue, genre « crée-moi un outil qui transforme ce tableur en un graphique interactif ». Ensuite, l'agent IA écrit tout le code qu'il faut. Et enfin, l'application est déployée, prête à l'emploi. C'est une vraie révolution pour la créativité. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de texte, mais tous ces fondamentaux, en fait, ils nous préparent pour la prochaine grande étape, une interaction avec l'IA qui va bien au-delà du clavier. C'est ce qu'on appelle la multimodalité. Le clavier va passer au second plan. Imaginez un peu, pointer la caméra de son téléphone sur un moteur de voiture en panne pour que l'IA diagnostique le problème en direct, ou encore parler à ses agents comme à des collègues pour piloter des systèmes complexes en utilisant la voix, la vidéo, le son. C'est vers ce futur, beaucoup plus naturel, que toute l'industrie se dirige. Ce qui nous amène à une dernière question. Si l'art de rédiger des prompts parfaits devient moins central, est-ce que la compétence clé de demain, ce ne sera pas finalement celle d'un metteur en scène, un chef d'orchestre capable de diriger des systèmes d'IA complexes et multimodaux? C'est une perspective qui nous invite tous à repenser nos propres compétences pour l'avenir.